Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, que l'on peut écouter sur gilesparent.com, sur Spotify, Google le podcast, également Balado de Apple et le canal YouTube sous Parents et amis. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et amis sans frais sur le Apple Store, c'est bien pratique. Mon invité est un athlète olympique devenu homme d'affaires, puis commentateur, analyste et animateur. Beaucoup de talent pour une même personne. On est quasiment jaloux. Bonjour, Dominique Gauthier, comment ça va? Oh, tu peux peut-être pas être jaloux, mon Gilles. Merci et oui, bonjour. Content de te parler. OK, donc, pour situer les gens, évidemment, tu es un gars de Sainte-Anne-de-Beaupré, un gars de Québec, mais depuis quoi? Combien de temps là, que tu es rendu sur la côte ouest canadienne? Oui, écoute, je me suis promené beaucoup. Il y a un petit gars de Lévis qui a passé beaucoup de temps, oui, à Sainte-Anne-de-Beaupré, au Mont-Sainte-Anne plus particulièrement. Et ensuite de ça, la vie m'a amené à Montréal pour une bonne douzaine d'années. Mm-hmm. Mais c'est il y a 6 ans environ que l'appel des fameuses montagnes de l'Ouest là, se faisait trop grand. Puis à un moment donné, je les ai écoutés et j'ai décidé de partir pour l'Ouest parce que, bon, je suis un skieur et honnêtement, j'avais perdu la passion pour ce sport-là. Et la raison est simple, hein, c'est que skier à moins 30 dans des pistes glacées, ça m'animait plus beaucoup. Et donc, j'ai des enfants, j'avais des enfants à ce moment-là. Puis j'ai dit, moi, je veux élever mes enfants dans l'univers, dans l'univers du ski. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti vers l'Ouest pour l'essayer. Et finalement, ben, on a tellement aimé qu'on y est resté. Quand je dis on, c'est moi et Jennifer, ma conjointe, qui elle aussi est une skieuse. Donc, on en profite le plus possible. On est très près de Whistler, qui est le royaume du ski alpin. Donc, on se pince un peu à chaque fin de semaine lorsqu'on va skier là-bas. Là. Êtes-vous parfois surpris de voir que vous êtes vraiment installé et que vous pourriez rester là assez longtemps? Oui, honnêtement. Puis la COVID nous a fait prendre conscience de la distance un peu plus, hein, parce que moi, faut pas oublier que je suis quand même connecté au Québec beaucoup, entre autres avec mon rôle dans les médias, mais avec mon travail avec ma fondation B210 qui supporte les athlètes olympiques. Ouais. Je reviens à Montréal et Québec quand même presque à tous les mois, là, peut-être aux 6 semaines du moins. Et donc, cet éloignement-là, moi, je l'ai pas vécu tant que ça, mais lorsque naturellement la COVID est arrivée, là, on se rendait compte qu'on était loin. Là. On est vraiment à 6 heures d'avion, puis ça a été difficile pour ça. Donc, la communauté nous manque, les gens me manquent, honnêtement. On parle souvent de la fibre québécoise, comment on est unis, la communauté. C'est tellement vrai, Gilles. Il n'y a pas ça ailleurs. Autant que quand je suis parti pour l'ouest du pays, ça me manquait. Là, maintenant, je suis rendu encore une coche plus loin là, pour bien situer les gens. Je suis présentement près de San Francisco, donc on est aux États-Unis pour une période temporaire. Mais aïe aïe, là, c'est une autre étape de manque de communauté et qui, pour moi, bien, met en lumière ce qu'on a au Québec qui est si extraordinaire. Et ben, à chaque fois que j'y retourne, on en profite, on essaie de l'absorber au maximum. Donc, c'est ce qui me manque, mais le reste est tellement extraordinaire. Et donc, il n'y a pas de monde parfait. Il faut choisir ce qui fit le mieux pour nous. Et pour nous, présentement, c'est la côte ouest. Et dis-moi, est-ce que ces moyens technologiques, dont les Zoom, les Messenger, les Live, tout ce que tu veux, est-ce que ça compense un peu aussi? Juste un peu, mais que ça n'a rien à voir avec le fait d'être évidemment en personne. Oui, bien, ça compense au niveau du travail, c'est sûr. Donc, le fait que je sois justement aux États-Unis, ça ne change pas grand-chose, honnêtement, à mon travail. Ben oui. Est-ce que ça serait mieux que je sois au Québec, que je sois au Canada? Oui, mais pas tant que ça. Okay. Vraiment pas. Donc, surtout si on peut se déplacer. Donc, c'est sûr que pendant la COVID, ben, de toute façon, on ne peut même pas aller au bord de la rue durant la COVID. Donc, que je sois de l'autre bord du pays ou l'autre bord de la rue, ça ne changeait pas grand-chose. Et donc, là, maintenant, oui, non, je pense que les gens sont habitués. Même, c'est drôle, là, maintenant, lorsqu'on demande un meeting en personne, ça surprend quasiment les gens. Comme, ben, pourquoi on ne se rencontre pas par Zoom, ça va être plus simple. Ouais, mais tu sais, une bonne poignée de main, hein.
Moi, j'étais encore un peu de la vieille école, mais c'est vrai qu'en même temps, la technologie nous facilite tellement les choses, comme on le fait présentement. Tu sais, je te parle avec mon micro, puis c'est pratiquement comme si on était dans le même studio. Oui, Donc, c'est assez impressionnant. Oui. les temps changent, la technologie s'améliore, et tant mieux. Tant mieux. Écoute, on a beaucoup de sujets aujourd'hui, mais il y en a un qui est majeur. Tu sais qu'on a, en fait, tu sais plus que bien d'autres, bien que l'actualité a débordé dans ce cas-ci, dans le sport amateur. On a parlé beaucoup du sport amateur canadien depuis quelques mois, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Un dossier qui s'est étiré avec Hockey Canada. Première question que je te poserais, parce que ça vous touche d'une certaine façon, parce que vous êtes la famille du sport amateur. On comprend que c'est pas égal partout, on en parlera tantôt, puis c'est pas le même pouvoir, puis c'est pas la même façon de faire, puis c'est pas les... Bon, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais quand même, derrière ça, il y a quand même des jeunes qui veulent, qui sont en train de se développer, puis qui ont un talent exceptionnel, souvent hors norme, alors qui se déploient. Mais comment t'expliques tu as autant d'hésitation de la part des dirigeants de Hockey Canada avant de quitter? Nous, on ne connaît pas ça, on n'est pas là-dedans, on ne sait pas qui a le pouvoir là-dedans, mais on se dit, voyons, ça étire donc bien, c'est donc bien long. Puis on a l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils voulaient, qui était en fait comme dans un groupe autonome, non redevable de rien. Alors, on ne comprenait pas. Mais toi, avec tes lumières, comment t'expliques ça, ces valses, hésitations-là? Écoute, c'est un système qui a été mis en place depuis plusieurs années. Donc, l'architecte de tout ce qu'on voit présentement, c'est une personne qui est encore dans le monde du hockey. Son nom, c'est Bob Nicholson et il va comparaître dans quelques semaines devant le gouvernement. Donc, on en saura plus. Okay. C'est un système où on met en place des gens qui sont, pour utiliser Bob, qui sont les amis de Bob. Okay. Et quand tu mets en place tes amis, ben, c'est un peu comme on l'a vécu avec les commissions au Québec. Hein? C'était devenu un peu ça. C'était un chum, c'est un chum. Ben là, c'était rendu ça à Hockey Canada depuis plusieurs années. Et on veut se protéger parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu pour les personnes en place. Donc, si on veut que la machine grossisse, ben, il ne faut pas venir nuire à l'image de la machine. Si les histoires comme celle des abus sexuels, des viols collectifs qu'on sait, et d'après moi, il y en a d'autres, si ces histoires-là sortent, ça va peut-être affecter notre compte de banque, non seulement celui de Hockey Canada, mais notre compte de banque personnel. On parle de millions ici. Donc, c'est comme ça que ce système-là de collusion, de corruption s'est infiltré, à un point tel où on a mis des gens en place sur un conseil d'administration qui n'avaient à peu près aucun pouvoir, des gens qui, de toute évidence, étaient plus fiers et heureux d'être sur le conseil d'administration de Hockey Canada que de vraiment être là pour, justement, être le chien de garde de la direction. Ultimement, c'est ce qu'un CA doit être. Mais là, dans ce cas-ci, c'était le chien de poche de l'organisation, c'était pas le chien de garde. Et donc, c'est comme ça que ça s'est installé et on se le demandait, comme tu le dis, depuis des mois, mais pourquoi c'est si long? On s'arrachait les cheveux de la tête. Il y avait tellement d'évidence, tellement de choses incriminantes qu'on se dit, mais ça se peut pas. Pourquoi il reste en place? Et alors, pour ça, moi, à ce jour, je te dis, Gilles, il y a beaucoup plus à cette histoire-là qu'on ne sait pas encore et que j'espère qu'on saura à l'avenir. Quand je parle de beaucoup plus, je veux dire probablement plus d'histoires de viol, probablement plus d'histoires d'abus de toutes sortes et possiblement, sûrement, des grands noms. Et là, j'ai pas eu ouï dire, on m'a pas dit que c'est moi, pas d'informations privilégiées qui fait l'analyse de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait pas. Okay. Non, pas du tout, mais je suis certain que, je ne vais pas nommer de nom, là, mais nommer les plus grands de ce sport-là, là, il y en a sûrement un, deux autres qui est là-dedans. Il y a pire parce que tu ne peux pas être si mauvais que ça en tant que conseil d'administration et de direction, de t'accrocher jusqu'à la dernière seconde. Hey, ça expliquerait, je comprends, Dom, ça expliquerait pourquoi ils ont tenu leur bout si longtemps, puis s'accrocher, puis ils devaient se dire, ce serait pire que ça sorte ou qu'on débarque, puis que tout sorte, que d'étirer. Fait que finalement, ils ont pensé peut-être qu'ils pourraient s'en sortir en déplaçant même quelqu'un, en mettant une femme au conseil d'administration. Tu sais, il y a quelques gestes qui somme toute, quand on y regarde comme ça, sont un peu ridicules. C'était juste du cosmétique. Là. Ouais. Il y avait pas de volonté d'aller au fond des choses. Mais tu sais, pour nous, là, Dom, quand tu entends le premier ministre du Canada, M. Trudeau, dire là, il est temps qu'il s'en aille,
Là, on dit, OK, ça, c'est le premier ministre, puis il n'y a aucun edge là-dessus. Il ne changera rien. Après ça, puis là, tu vois les commanditaires, un après l'autre. Puis là, je pensais à toi. Je me dis, Doom, sa vie, là, c'est de trouver de l'argent pour que les jeunes qui sont bons puissent être encore meilleurs. C'est un peu ça, B210, dans le fond. Soutenir, pas juste en argent, mais soutenir pour plein de moyens, des moyens psychologiques, des moyens... Tu sais, on a parlé beaucoup de ta compagnie. Il y en a d'autres comme ça au Canada, mais moi, je pensais à ça, les commanditaires, comment c'est vraiment important pour vous. Fait, la question que je poserais maintenant, est-ce que tu es persuadé ou est-ce que tu penses que c'est le politique ou les commanditaires qui auront finalement réussi à forcer les dirigeants de quitter l'organisation? C'est assurément les commanditaires, mais en même temps, voyant le support politique, voyant le support populaire, je veux dire, c'était unanime. C'est rare dans une histoire comme ça qu'il n'y a aucun défendeur. Là, c'était indéfendable. Donc, rendu là, j'irais même jusqu'à dire que je trouve que les commanditaires ont pris beaucoup de temps. Mais en même temps, bon, c'est des compagnies publiques. C'est pas aussi facile que de tourner une switch à on ou à off. Là, je comprends. Mais bon, ils ont fini par agir et ils ont fait tomber le premier domino. En même temps, ceux qui sont vraiment les responsables de la démission qu'on vient de vivre dans les derniers jours, ce sont les membres. Et les membres d'une organisation comme Hockey Canada, c'est pas les joueurs de hockey là, comme ton fils l'était ou que les enfants des parents qui nous écoutent. C'est pas eux les membres. Les membres, c'est les dirigeants des fédérations provinciales. Donc, il y a 13 membres à Hockey Canada et c'est eux qui peuvent avoir foi de tout sur l'organisation ultimement et que là, finalement, eux aussi ont eu un consensus. Ça a été mené par Hockey Québec, bravo Hockey Québec, suivi de Hockey Ontario et ensuite les autres qui ont dit assez, c'est assez. Et dans une rencontre qui a eu lieu dans les derniers jours, c'est eux qui ont pu, avec le support des gouvernements, avec le support des commanditaires et naturellement le support populaire, ben là, les fédérations provinciales qui sont les membres ont pu mettre la pression nécessaire. Et l'inévitable est arrivé. Là, pour moi, c'était pas une surprise. C'était clair. Là, on s'en va dans le mur. C'est juste à quelle vitesse et quand on va rentrer dans le mur. Là. OK. Dis-moi, est-ce que, Dominique, est-ce que la bulle opaque qui entoure encore, même si on dit que tout le monde démissionne, on ne peut pas croire que ça va changer du jour au lendemain, là, la bulle opaque qui entoure Hockey Canada était connue depuis longtemps dans le monde du sport amateur canadien. Les autres sports, est-ce qu'on savait que, mettons, c'était une bébite à part, ça, Hockey Canada? J'hésite parce que c'est quand même délicat. Là. Non, il y avait personne qui pouvait douter qu'il y avait des systèmes comme ceux-là. En fait, moi, je n'ai jamais entendu parler. Les fameux comptes qui étaient mis en place pour venir protéger l'organisation dans des cas d'abus ou d'accusation d'abus sexuels de la part de leurs joueurs. Ça dépasse l'imaginaire. Tu sais, Gilles, personne n'aurait pu penser ça. Là. Non. C'est incroyable. J'en ai de la misère même à le concevoir au moment où je te parle encore. Je n'en reviens pas que des adultes éduqués, intelligents, bien intentionnés ont pu mettre une structure comme ça en place pour avoir des millions de dollars pour venir acheter le silence. C'est hallucinant. Donc, non, personne de nous dans le monde du sport, on se doutait de ça. Par contre, et de là mon hésitation, c'est que on sait très bien que Hockey Canada, c'est la tour d'ivoire dans le monde du sport. C'est à Calgary. C'est très prestigieux. On sait pourquoi maintenant les gens font des millions. Alors que dans d'autres organisations, ces gens-là, aux mêmes positions, vont faire 60, 70 000 $, peut-être 100 000 dans certains cas, mais c'est pas des jobs super payantes. Là. Alors que dans le hockey, on parle de plusieurs millions de dollars. Et bon, regarde, en même temps, c'est une fédération très riche. Donc, je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas, mais maintenant, on peut le dire qu'ils ne le méritent pas. Ça, c'est sûr. Il n'y a personne qui méritait ça avec cette façon de gérer. Là. Absolument. Mais... effectivement, on les juge. Quand je dis on les juge, c'est les gens du monde du sport. On savait très bien qu'à Hockey Canada, c'était ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est la clique. Il y avait une clique. Il y a une clique solide. Okay. Ça, c'était clair. Je ne suis pas sûr que les gens qui nous entendent comprennent, en tout cas, moi, je fais partie du grand public là-dessus, comprennent comment des dirigeants du hockey amateur, que ce soit Hockey Canada ou même si c'était Bobsleigh Canada ou n'importe quoi, comme toi, je vois que c'est des gens qui doivent survivre, qui doivent être correctement payés, mais qui font 50, 60, 70 000 par année, puis qui en mettent souvent 60 dans des moments cruciaux, 60, 70 heures, 80 heures, comptent pas leurs heures, tout ça. Mais j'arrive pas à comprendre comment des dirigeants de Hockey Canada pouvaient eux-mêmes, personnellement, faire des millions. C'est les commanditaires qui payaient ça ou c'est de l'argent qui aurait dû aller aux athlètes qui n'y allaient pas? Non, moi, je comprends pas. Là. Il y a le décalage entre 70 000 par année pour un directeur de bobsleigh.
Et un autre à 3 millions, ça n'a pas de bon sens l'écart. Il y a quelque chose. Là. Non, et c'est pas justifié. Puis honnêtement, c'est pas des jobs qui devraient être, selon moi, là, valorisés avec mon Dieu, j'allais dire un terme anglais, là, des incentives, là, donc des bénéfices Oui. Financiers comme ça. C'est-à-dire que si tu signes des contrats, si l'organisation signe des contrats de commandite ou des droits de diffusion, toi, tu as un pourcentage de ça qui te revient en tant que directeur général. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Et déjà que tu es très bien payé. Ouais. Donc, c'est sans précédent. On ne connaît pas ça dans aucune autre organisation où le directeur général a des bonus de performance financière. Donc, il était déjà très bien payé, il n'avait pas besoin de plus. Mm-hmm. Et c'est à cause de ça que, justement, il y a une motivation à mettre ce genre de choses-là en place, des systèmes comme ça, parce qu'il y a beaucoup trop d'argent. Donc, combien ces gens-là devraient être payés? Bon, oui, naturellement. Je pense que c'est normal que les gens de Hockey Canada ou même Tennis Canada, qui vit très bien, soient mieux payés que ceux à Bobsleigh Canada, certainement, mais pas comme ça. Là, c'est vraiment deux univers. Là, et faut le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est pas un organisme privé, là, Hockey Canada. Là, c'est une organisation à but non lucratif. Hein? C'est du not-for-profit, normalement. Là. Mm-hmm. Donc, pour ça, selon moi, il devrait y avoir des barèmes un peu plus restreints. Il y en a qui n'ont peut-être pas lu le communiqué d'assez près là, dans les dirigeants dont on parle. Dis-moi, Dominique, si on n'a pas la poursuite déposée en mai dernier contre 8 membres de l'édition 2018 de l'équipe Canada junior de hockey et que le dossier ne se rend pas sur la place publique, est-ce qu'on aurait eu la chance, à ton avis, que le climat toxique évoqué chez Hockey Canada soit révélé au grand jour? Impossible. Et chapeau à Rick Westhead, qui est le journaliste de TSN, qui a sorti l'histoire. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait? Possiblement, mais écoute, on le voit maintenant. Maintenant, c'est facile à dire qu'on peut regarder dans les derniers mois, puis de toute évidence, Scott Smith, qui était le directeur général jusqu'à hier, n'aurait jamais laissé sortir une histoire comme celle-là. Il avait le contrôle total sur son organisation et même sur son conseil d'administration. Donc, il n'y a rien qui aurait sorti là, jusqu'à ce qu'il y ait un autre scandale dans les prochaines années. Là, parce qu'il y en aurait eu d'autres, mais c'est quand même capoté. Hein? Tu sais, quand tu penses que ces gens-là ont sûrement des enfants, puissent dire « Ouais, c'est une bonne idée, ça. OK, il était 8 d'une chambre de hockey, on va les protéger parce que, tu sais, c'est notre commodité. Hein? C'est avec eux qu'on va faire de l'argent. On va les protéger, nos petits gars. Là, c'est des erreurs. Là. C'est des vedettes. Les filles courent toutes après eux autres. Ben oui. C'était ça. Hein? Ouais. C'est capoté. Ça me fait mal d'en parler. C'est hallucinant. Ces gens-là, bon, ils perdent leur job aujourd'hui, mais ils s'en vont avec un beau parachute doré en passant. Là. Je ne sais pas c'est quoi le bonus, mais on me dit qu'il y a vraiment une prime de départ. Là, parce qu'il a remis sa démission. Donc, il va faire des millions. C'est capoté. Est-ce qu'il va passer un beau souper en Noël en famille? Je ne suis pas certain. Là. Quand même, au moins, leurs noms ont tellement été tachés. Quand je pense à Andrea Skinner et à Scott Smith, je pense pas que c'est des gens qui vont passer un beau Noël. Donc ça me rassure, mais en même temps, ils ont des millions en banque. Ben, pas Andrea Skinner, là, pas une scène, c'est une bénévole. Mais l'autre, il se sauve avec des millions. Comment il peut se regarder lui-même dans un miroir, je peux pas croire. Comment il peut regarder sa femme et ses enfants dans les yeux, je sais pas comment il peut. Parce que pour moi, ces gens-là qui ont mis le système en place de protection sont aussi pires que les 8 gars dans la chambre. Dis-moi. À débattre, mais. Oui, je comprends. J'enlève rien à la victime. C'est juste que, tu sais, quand c'est mis de façon intentionnelle comme ça, avec autant d'efforts par des adultes intelligents de mettre un système en place, écoute, pour moi, c'est de la criminalité, là. Mais bon. Mais juste là-dessus, ils s'en sortent. Dominique, tu ouvres quelque chose qui est important, c'est-à-dire la responsabilité de tous et chacun là-dedans. D'abord, les joueurs. Je pense que tu sais qu'il commence à y avoir beaucoup de Canadiens quand même, et même de certains dirigeants de sport amateurs que j'ai entendus récemment, tu as dû les entendre aussi, qui se questionnent
également, c'est-à-dire qu'ils font les deux, qui se questionnent sur la gestion, le fait de fermer les yeux sur les agissements, mais qui se questionnent sur le comportement des joueurs, la mollesse de plusieurs parents à leur égard. Et certains disent qu'il y a beaucoup de parents qui ont pas, en fait, qui s'en sortent bien parce qu'on les blâme pas de ne pas avoir géré leurs enfants ou de questionner leurs enfants ou savoir ce que leurs enfants faisaient. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi là un questionnement qui doit se faire sur ce qu'on doit... Parce qu'un jeune de 16 ans peut conduire une voiture, mais est-ce qu'il se conduit bien? Tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'est un autre questionnement ça n'enlève pas le tort à la direction, comme tu le disais tantôt, mais il va falloir peut-être questionner aussi la façon de faire. Quand on dit un modus operandi, il va falloir aussi s'occuper de s'assurer que les jeunes soient bien encadrés, bien informés. Ils le sont peut-être, là. Puis en même temps, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On est d'accord que le risque, c'est toujours de généraliser, ce qui serait injuste dans ce cas-ci. Oui. Non, mais écoute, tu as raison, c'est sûr. On parle des pommes pourrites, là. Mais oui, il y a beaucoup d'éducation à faire. Je pense que c'est une des clés du succès pour l'avenir, c'est d'éduquer, de recréer une nouvelle culture de ce sport-là et d'autres sports. C'est juste que le hockey, naturellement, est mis en évidence parce que, c'est vrai que les joueurs de hockey sont plus des vedettes au Canada que n'importe quel autre sport. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'argent autour d'eux. Et donc, tu sais, ils s'installent souvent des cultures. Tu sais, de la culture d'aréna, là, tu l'as vécu en tant que parent aussi, Gilles. Tu sais, les parents deviennent un peu fous. Tu sais, on pense tous que notre jeune va peut-être y arriver puis faire des millions. C'est alléchant. Et donc, souvent, ça fait qu'il y a des gens qui sont peut-être moins grounded qui vont faire des choses complètement stupides dans les arénas. Et les enfants sont assis sur le banc, ils entendent ça, ils voient ça, donc ils grandissent là-dedans. L'arbitre, he's always wrong, puis le jeune, lui, a jamais rien fait de mal, tu sais. Fait que ils grandissent un peu là-dedans. On est tous responsables. Je pense qu'on a notre part de responsabilité à prendre, que ce soit en tant que parents et tout, pour mieux éduquer nos jeunes, surtout dans ce sport-là, mais dans tous les sports. Mais Doom, juste là-dessus, tu parles du hockey, on pourrait parler d'autres choses, mais je fais juste, tu as des enfants qui sont maintenant primaires, tu as des enfants entre 5 ans et 10 ans. Tu vas vivre aussi ça, c'est-à-dire que souvent, les professeurs ont besoin du soutien des parents. Mais une des problématiques que les psychologues mettent en évidence maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui, sans trop savoir ce qui s'est passé, vont défendre bec et ongle leur enfant contre le professeur. Alors que, tu sais, dans une époque qui est peut-être la mienne et celle de mes parents, c'était tout à fait le contraire. C'était peut-être trop. Peut-être qu'aujourd'hui, on a viré de bord trop aussi. Mais il y a un équilibre entre les deux. Mais je vois un lien quand même là-dedans. Je vois un lien entre le respect du pouvoir et la protection démesurée des parents pour certains enfants. Ouais, je sais pas jusqu'à quel point c'est général, mais tu as raison. Puis tu sais, je le vis un petit peu là, à très très petite échelle, là, parce que mon enfant a commencé, on vient juste de commencer le sport organisé, nous, là, et ils ont 7 et 9 ans. OK. Autant que moi et Jen, on est deux athlètes olympiques, on veut vraiment s'assurer que nos enfants fassent un peu de tout, qu'ils jouent à tout, puis ils trouveront eux-mêmes où réside leur passion, puis c'est pas nous qui va pousser. Mais on sera là naturellement pour les amener n'importe où, donc on leur offre les opportunités, un peu comme mon père et ma mère ont fait pour moi. Mais j'ai été à ma première game en tant que papa là, de joueur de soccer dans ce cas-ci. et il n'y avait aucun parent de déplacé, là, écoute, il y a 7 ans. Là. Mais, tu sais, je regardais comment nous, on agissait, moi puis Jen. On applaudissait même pas quasiment quand il y avait des buts. Là. À un moment donné, on menait 3-1. Je dis, regarde, là, on peut s'en faire scorer un, là, que ça soit un peu plus égal. Je ne serais pas là à crier avec ma trompette pour le 4e but si on mène 3-1 au soccer. Là, fait que je pense qu'on a tout un peu cette responsabilité-là. Moi, je vais peut-être être trop d'un bord. Je serais peut-être pas assez impliqué parce que j'ai tellement vu l'inverse, avoir des répercussions négatives. Je suis pas là à dire aux gens comment être en tant que parent, là, et je suis loin de dire que moi je suis parfait, mais en tout cas, moi je suis en train de dire que je serais pas un de ceux qui va pousser et qui va crier comme un innocent dans un aréna. Là. Mais c'est ce qui arrive au hockey, c'est ce qui est arrivé au hockey qui arrive encore et qui crée un peu cette culture-là de l'enfant roi, du joueur de hockey roi. Et là, regarde une histoire comme celle-là, puis on les protège encore. Tu sais, c'est pas une erreur de gaucho, là. Tu sais, tu te ramasses 8 d'une chambre, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de zone grise. Et combien il y en a eu d'autres? Beaucoup. Tu sais, il y en a 22 là, qu'on connaît.
En fait, on ne les connaît pas, mais on sait qu'il y a eu 22 cas où on s'est servi de ce fameux fonds-là à Hockey Canada. Tabarnouche. C'est beaucoup. Quel C'est signal beaucoup. que ça envoie aux jeunes qui arrivent, tu sais. C'est capoté. Ça dit quasiment, regarde, vous ne pouvez rien faire de trop grave, là, on va quand même vous protéger. Bon, là, je pense que ça n'arrivera plus, heureusement, avec ce qu'on vient de vivre. Mais le signal que ça a envoyé aux autres générations qui, bon, ça se parle entre joueurs de hockey, là, et ça, au championnat du monde, à lui, il avait ramassé telle fille, puis l'autre était, tu sais, on a tous eu 18 ans, là. On n'a pas tous été des vedettes comme des joueurs de hockey, que ça doit être encore plus impressionnant, là, ce qui peut se dire, puis ce qui peut arriver, ça, je le comprends, mais, et c'est pour ça que moi, l'idée de sortir le nom de ces joueurs-là, c'est très important pour moi. Parce que pour l'instant, ils sont encore hyper protégés, que ce soit ceux qui étaient là en 2003 ou en 2018. Puis, je suis pas un de ceux qui est motivé à savoir le nom par curiosité personnelle. Dans ce cas-ci, c'est vraiment juste pour le message que ça envoie. Puis, tu sais, c'est pas de partir en fou comme on l'a fait dans les dernières années. Puis, regarde, il n'y a pas besoin de parler de ça à toi, mon Gilles. À un moment donné, ça déborde d'un bord. Mais là, dans ce cas-ci, de savoir le nom, pour moi, c'est important. Parce que ces gars-là se promènent dans les arénas de l'Amérique du Nord avec 20 000 personnes. Ils font des millions. Et les joueurs qui vont venir derrière dans les autres générations doivent voir que ces gestes-là, c'est impardonnable et qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. D'autant que si tu nommes personne, mais il restera toujours un doute sur bien d'autres. Hein. Il y a bien des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, puis ils peuvent être soupçonnés parce qu'on ne le dit pas. On ne dit pas qui. Ben, c'est ça. Et ça amène un bon point, Gilles, puis je tiens à en parler, c'est que, tu sais, là, on parle beaucoup d'avenir déjà parce que, justement, on a mis les gens dehors. Tu sais, ouais. Le CA est dehors. Clean slate, on dit on part tout à neuf. Là, mais, bon. Ouais, mais faut prendre le temps de nettoyer les débris un peu aussi, tu sais. Tant qu'on ne répondra pas aux questions du passé, comment ce fonds-là a été mis en place? Qui a accepté de mettre son nom? Tu sais, il y a quelqu'un qui est signé là, sur le chèque. Là. Ouais. Qui a signé le chèque de 3,5 millions? Tant qu'on ne réglera pas ça, il y aura toujours un nuage noir. Faut faire le ménage jusqu'à ce que le ciel soit bleu. Le terrain est nettoyé, on a tout enlevé les débris et là, on recommence à creuser et on rebâtit une nouvelle fondation. Ça prend une enquête, donc tu es en train de dire que ça prendrait peut-être, tant qu'à avoir ouvert la plaie, ben allons-y jusqu'au bout, puis ça prend une enquête complète avec des tout savoir. Oui, ouais. Pour tout savoir, des gens de l'extérieur et non pas de l'extérieur. On comprend des gens qui n'ont pas eu deux mains dedans, là, de toute évidence, là, mais au nombre d'avocats et au nombre de personnes qui sont impliquées dans le sport canadien, c'est quand même le sport national, le hockey, on est certainement capable de trouver des gens qui auront un recul et une objectivité qui seront nécessaires. Mais on ne peut pas se permettre, maintenant qu'on a fait entre guillemets, du tort, et on espère que, tu sais, entre autres, moi je pense aux commanditaires, là, ça sera une de mes prochaines questions, mais maintenant qu'on a tout fait ça, il faut s'assurer, comme tu dis, qu'on a nettoyé. Donc, moi je pense qu'une enquête, ça serait étonnant, compte tenu que le premier ministre a parlé, puis tout le monde en parlait, ça serait étonnant qu'on ne l'annonce pas. Il y a déjà des enquêtes à l'interne, mais je parle d'une vraie enquête publique. Là. En effet, ça serait très important. Et parce que il y a sûrement autre chose, comme je le disais plus tôt. Il y a plus. Donc, faut pas attendre. Là. Faut pas repasser à travers une autre tempête dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Là. Il y aura sûrement d'autres. Des événements vont avoir négatives là, qui vont sortir, mais c'est sûr. Mais là qu'on ne me reparle pas d'une affaire. Finalement, en 2008, oui, c'est vrai, au championnat du monde, telle affaire. Non. Il faut tout vider le sac. Là. Mais ne serait-ce que pour être capable également. Donc, ça, c'était. Tu sais, Doom, être capable également d'aller voir des commanditaires, des commanditaires majeurs, Bauer et les autres, Tim Horton, et combien qui soutiennent le sport canadien, y compris le hockey, mais dans certains cas avec des montants plus importants, on le dit, parce qu'il y a plus d'audience, parce qu'il y a plus de joueurs, peu importe les raisons. Allez les voir, leur dire, écoutez, là, on est prêt, on est très à l'aise, voici ce qu'on présente, voici les programmes, voici les cours auxquels les jeunes vont être pas confrontés, mais obligés d'assister. Il va y avoir quelques cours où on va expliquer des choses. Ça sera peut-être pas parfait, mais on a vraiment
vraiment changer la façon, on veut changer la culture, on veut... Tu sais, quand tu auras ça, moi, je pense que les compagnies vont dire, OK, parfait, ils ont fait leur devoir, on est prêt à y aller. Parce que la prochaine question, ça va être, quand est-ce que les commanditaires vont venir? Ils vont certainement être plus patients un peu. Ils vont attendre. Moi, je pense, en tout cas, s'ils ont des signes comme quoi il y a une réelle volonté de changer, qu'il y a des changements évidents qui sont placés, je pense qu'ils vont venir. Mais avant ça, j'en doute. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, ils ont sorti à différents niveaux. Comme Canadian Tire, eux, sont sortis. Bang! Ils vont-tu revenir peut-être, là? On me disait même qu'on a vidé les tablettes Oui, dans les Canadian oui. Tire de tout ce qui était à l'effigie de Hockey Canada. Alors, ça, c'est un. Tim Horton a sorti juste du hockey masculin présentement. OK. Et donc, je pourrais y aller comme ça, là. Ils ont tous sorti à différents niveaux. C'est le point que je veux faire. Donc, heureusement, on protège le hockey féminin. On protège aussi d'autres programmes qui sont extraordinaires. Mais il y a une ligne directrice ou commune, c'est-à-dire que tout le monde est sorti du hockey masculin. Ça, c'est clair. Certains ont dit pour 2022-2023. Et donc, il y en a d'autres qui sont plus sur les lignes de côté qui vont revenir d'après moi très rapidement. Puis c'est correct aussi, là. C'est des décisions d'affaires que je peux pas. C'est pas à moi de juger. Non. Mais il n'y a personne au moins, heureusement, là, qui est prêt à rembarquer sur la glace tout de suite. Là. Ça va se faire dans la prochaine année? Oui, pour certains. Puis honnêtement, on le sait, c'est un sport qui sera toujours là pour nous, les Canadiens. Lorsque la confiance sera en place, les commanditaires vont revenir. Maintenant, ce qui va être intéressant, puis heureusement, ben, ils vont revenir avec un peu plus de demandes envers Hockey Canada. Tu sais, d'après moi, là, ça ne sera plus juste on signe un chèque en blanc. Là. Ils vont aussi avoir des demandes très strictes. Il y aura une imputabilité énorme de la part de Hockey Canada de devoir suivre telle ou telle direction. Et tant mieux. Des bonus, comme on en parlait plus tôt, d'après moi, il n'y en aura plus non plus. Mais non. On va s'assurer que les dirigeants d'Hockey Canada soient payés pour leur travail, mais qui ne bénéficient pas comme ça là, de sommes ahurissantes là, pour avoir signé une entente avec un commanditaire. Donc, et ça sera progressif. Donc, il n'y a personne qui va revenir au même niveau, d'après moi. Ça va être des ententes revues à la baisse. Et là, les gens qui nous écoutent pourraient dire, ben, c'est dommage, c'est les joueurs qui vont payer le prix. Ben, je suis désolé, là, mais Hockey Canada n'a pas besoin d'avoir 150 millions de dollars dans les comptes pour que le hockey se déroule bien au Canada. Bien non. Okay? On peut se débrouiller avant ça. Ça va aller très bien, même si c'était 50 millions, tout va très bien aller. Donc, est-ce que c'est l'objectif de faire plus d'argent? Oui, bien sûr. Encore là, c'est une organisation à but non lucratif, mais je ne suis pas contre le fait que ces ententes-là aient été signées. Si Canadian Tire a signé X, ben c'est parce que pour eux, ça valait X. Mais dans l'avenir, d'après moi, on va y aller progressivement. Donc, ça sera des budgets beaucoup plus restreints dans les prochaines années. J'entends comme étant une bonne nouvelle, si j'ai bien compris ce que tu dis, que la plupart des autres sports, et même le sport du hockey féminin, plusieurs commanditaires ont fait la part des choses. Tu parlais de Tim Horton. Mais ça veut dire que, j'allais te poser la question, Dom, est-ce qu'il y a des sports amateurs canadiens qui ont subi les contre-coups des retraits de commanditaires? Je présume dans tes propos que non. Donc, ça n'a pas trop affecté les autres sports amateurs canadiens? Tu sais, là, quand tu fais zéro, c'est dur de faire moins que zéro. Hein? Mais c'est un peu ça. Les sports amateurs, Gilles, là, il y en a 58 des organisations de sport au Canada. Il y en a 10 qui font de l'argent. Le reste, ils ne font pas une scène. Donc, ils partent de zéro, ils tombent à zéro. C'est sûr que ça les aide pas. Ça aide pas personne parce que là, tous les commanditaires étaient déjà très prudent, osait pas trop, des fois, s'impliquer dans le sport. Ben là, je voudrais pas être présentement un directeur de marketing d'une organisation sportive là, qui doit aller chercher des commanditaires. Ça doit pas être facile. Et c'est malheureux parce que dans ces sports-là dont on parle, que ce soit la gymnastique, le bobsleigh, skeleton, en tout cas tous les sports qui ont fait les manchettes pour les mauvaises raisons, ces athlètes-là et leurs parents en arrachent. Il n'y a pas
c'est pas des sports qui sont bien financés là, en général. Donc,